Bonsoir Jacob Cohen, Bonsoir, bienvenue dans votre nouvelle émission Le Mensuel de Jacob. c'est un grand plaisir. Nous allons mettre en place une série d'émissions et nous allons commencer par votre personnalité, qui vous êtes, pour une introduction saine à tout un tas de sujets que nous allons aborder par l'avenir. Dites-moi, qui êtes-vous Jacob Cohen? J'ai eu une enfance qu'on pourrait difficilement expliquer aux personnes qui sont nées en France, qui ont grandi en France. Vous êtes marocain, c'est ça? Oui, non, mais en plus d'être marocain, je suis né quand même dans les années 40 dans un ghetto juif, très traditionnaliste, D'accord. qui n'était pas du tout traversé par les courants modernistes. Certaines maisons n'avaient pas l'électricité. Certaines maisons avaient un puits à l'intérieur de la maison pour chercher l'eau. On n'avait quasiment pas à peine une radio, peut-être certaines familles avaient une radio. Pas la Donc télévision, on n'avait pas d'articles ménagers, D'accord. on n'avait pas de salle de bain, on n'avait pas de bibliothèque. Nos parents étaient plus ou moins analphabètes, c'est-à-dire ils ne parlaient ni français, ni espagnol, ni arabe classique. Donc ils parlaient un arabe dialectal. Et j'ai grandi, je suis né là-dedans, et ma première expérience scolaire, c'était dans une école juive, où on apprenait à la manière des écoles coraniques. À quel âge? 4 ans. D'accord. 3-4 ans même. Ouais. D'accord. Donc une espèce d'école coranique, à l'image d'une école coranique, on répétait bêtement les phrases, on les apprenait par cœur. Mais le tournant a été, à l'âge de 5 ans, de commencer l'école primaire, et là en français. Et pour moi, le français était comme une langue étrangère. C'est-à-dire que quand on nous disait, voilà comment ça s'écrit table, ben, il fallait savoir que table, correspondait à un objet particulier. Et là, ça a été un bouleversement dans ma vie, comme dans la vie de mes petits amis de l'époque. C'est-à-dire qu'on rentrait dans une civilisation nouvelle, dans une civilisation dont on connaissait un tout petit peu les contours, puisque les Français habitaient 3-4 kilomètres plus loin, dans un quartier qu'on appelait la ville nouvelle, c'est-à-dire la ville européenne, et qui nous paraissait un monde merveilleux. Vous n'étiez plus seulement marocain finalement. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait, petit à petit, on avait vraiment envie d'embarquer dans cette vie nouvelle. Voilà. C'est-à-dire, parce que pour nous, ça représentait l'ouverture, l'esprit, l'éducation et la possibilité de voyager. Et dès que j'ai eu 13, 14 ans, 15 ans, c'était un objectif. Mon rêve était d'aller en France, comme le rêve de tous les jeunes. Quand je parle de moi, c'est-à-dire le rêve de tous les jeunes de mon âge de l'époque. D'accord. Et on n'avait pas vraiment les moyens d'avoir des loisirs. Le seul loisir qu'on avait, c'était une rue qu'on appelait le boulevard, et le soir, on faisait des allers-retours. On n'avait même pas de quoi s'acheter une bouteille de coca. Vélo? À pied, oui, bien sûr. Donc il n'y avait quasiment pas de voiture. Très peu de gens possédaient une voiture. D'accord. Et donc on faisait les allers-retours, et puis on échangeait nos rêves, nos ambitions, etc. Et notre rêve à tous, c'était de faire des études. C'est extraordinaire parce qu'il y avait le décalage entre nos parents qui étaient pratiquement analphabètes, et nous qui entrions vraiment dans le XXe siècle, dans la modernité, dans la civilisation, dans des concepts, parce qu'à partir du moment où la langue française était devenue notre véhicule du quotidien, il y a un fossé qui se creusait aussi avec nos parents. Vous n'avez jamais subi d'enseignement autrement qu'en français? Ah oui, à partir de 5 ans, D'accord. à part quelques heures d'hébreu ou d'arabe classique, 3-4 heures par semaine, mais tout le reste c'était en français. Et donc il y avait vraiment, on sortait, c'est-à-dire que tous les concepts que j'avais, le raisonnement, etc., se faisaient en français. Et ça nous mettait dans un autre stade de l'existence. Je ne sais pas si on peut imaginer. En fait, vous aviez un objectif, c'était d'accéder à la France finalement. Voilà. Ah oui, on rêvait de la France. On était subjugué par la France. On était amoureux de la France. Quand on écoutait ces textes, les récitations, les dictées, on les prenait comme, je ne sais pas, comme du miel. Enfin, on avait envie d'apprendre, on avait ce désir. Et puis l'école était à l'époque, l'école traditionnelle, c'est-à-dire on respectait le prof, on était ambitieux, on voulait étudier, etc.
dans ce Mella, dans ce ghetto fermé, parce il était à 100% juif, il n'y avait pas d'habitants non juifs. Et donc le samedi, le Shabbat, c'est-à-dire tout était fermé, on respectait les jours de fête, etc. C'était vraiment une vie isolée, tribale. Et donc religieuse aussi. C'est-à-dire qu'on était vraiment, toute la vie se déroulait selon les principes de la religion, de la pratique religieuse. Les 3 prières quotidiennes, le matin, l'après-midi, le soir, le Shabbat, etc., les fêtes. Et en même temps, petit à petit, lorsqu'on rêvait de la France, on a commencé à rêver, c'est-à-dire à partir de l'âge de 14-15 ans, quand on voyait que c'était possible, que ça pouvait devenir possible, et qu'on pouvait aller étudier et faire un métier, etc. Et là, on voulait s'éloigner déjà de cette atmosphère religieuse, de cette atmosphère tribale, ethnique, que l'on sentait qui nous emprisonnait, qui nous ramenait au Mella, au ghetto. Et c'était, excuse-moi, oui. c'était en abstraction totale de la culture marocaine, de la culture musulmane, etc. Ah oui, c'est ça qui était terrible pour nous les Juifs, c'est-à-dire, à part l'arabe dialectal qu'on parlait dans la rue avec nos parents, on n'avait pas l'impression de vivre au Maroc. C'est-à-dire que on aurait pu vivre ailleurs, ça aurait été pareil. On aurait pu vivre au Congo, ça aurait été pareil. C'est-à-dire que à l'école, moi, j'ai rien appris du Maroc. C'est-à-dire, on m'a pas enseigné l'histoire du Maroc, la géographie du Maroc, etc. Enfin, je veux dire, on avait l'enseignement des petits Français. Et donc, finalement, et comme on se mélangeait pas avec les musulmans, et il y avait une espèce de crainte, de méfiance qui était entre... Mutuelle ? Oui, oui, entre les deux communautés. Donc finalement, on se côtoyait sans vraiment se connaître et on restait quand même au dehors. Et c'est pour ça aussi que le rêve de la France était très facile, très accessible, disons. C'est-à-dire, intellectuellement parlant, c'était plus facile pour nous de sortir de ce milieu, de se préparer à partir, parce que rien ne semblait nous rattacher au Maroc. En fait, le sionisme aurait dû rester étranger. Oui, a priori, ça n'avait pas de bonnes C'est-à-dire raisons d'intervenir. on aurait dû vivre notre vie et puis faire notre vie en France. Mais le sionisme, à partir de 1948, c'est-à-dire après la création de l'État d'Israël, les sionistes ont trouvé dans les communautés juives marocaines, comme dans les pays arabes, un réservoir extraordinaire de main-d'œuvre, de futurs soldats, de main-d'œuvre, de gens qui pouvaient peupler le désert. Et donc, ils ont envoyé des centaines d'agents au Maroc pour influencer les Juifs pour partir en Israël. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, je parle de Meknès. À Meknès, les sionistes avaient ouvert une espèce de bureau, enfin de local, voilà, plutôt, à l'intérieur du Mella. Et on les regardait avec beaucoup de méfiance et même comment dire, on les prenait pour des renégats. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas religieux et ils ouvraient le samedi. Et pour nous, c'était la violation du Shabbat, c'était le crime absolu. Et donc on les regardait avec beaucoup de méfiance. Bon, évidemment, ils ont réussi à attirer quelques jeunes, parce qu'ils venaient avec de la musique, ils avaient l'air modernes, etc. Et ces sionistes ont créé des mouvements de jeunesse. C'est-à-dire des mouvements pour jeunes de 16-17 ans, où on enseignait le sionisme, et pour formater les jeunes, leur dire l'amour d'Israël, et les inciter à partir en Israël. Et moi, je suis tombé dedans. Par hasard, parce qu'en fait, on ne voulait pas tellement, c'est-à-dire pour nous, Israël existait quelque part, on ne savait rien, pas grand-chose de cet État, et on n'avait pas du tout envie d'y aller. Voilà. Ça restait quelque chose de vraiment obscur, lointain. Si vous accédez à ça à ce moment-là, c'est peut-être parce qu'il y a eu une dynamique un peu incursive, une volonté de convaincre, ou parce qu'a priori vous n'étiez pas prédisposé à... Non, c'est une voisine et elle m'a dit « Jacob, tu veux faire partie d'un mouvement clandestin ». D'accord. Sioniste. Ah d'accord. Alors clandestin, pour moi, c'est le clandestin qui m'a allumé. C'est-à-dire voilà. je me prenais déjà pour un agent secret. Enfin, je croyais que j'allais vivre les aventures de Jean Bruce, enfin OSS 117. Le livre que je lisais à l'époque. Donc je voyais l'aventure. Voilà, pour moi c'était ça. D'accord.
Le problème, c'est que moi, je suis comme une éponge. C'est-à-dire, dès que je suis rentré, on a commencé à m'expliquer l'histoire du sionisme, etc. Et j'ai pris. C'est-à-dire, j'ai attrapé... Qu'est-ce qui vous a fait adhérer à ça finalement? Enfin, Oui, voilà, quelles valeurs Rien. vous ont séduite? Juste, Non, c'est Non, mais juste un fantasme ou c'est... Non, la propagande, c'est-à-dire à partir du D'accord. moment Ah ouais, d'accord. où il y a un local où on vous dit, on m'a récité la leçon du sionisme, la création d'Israël. Non, c'est-à-dire, allez, moi j'ai eu de la chance. C'est-à-dire, il y avait 4 mouvements à Meknès. Moi j'ai eu la chance d'entrer dans un mouvement marxiste. D'accord. Et donc j'ai appris, la première fois que j'ai appris l'international, c'était en hébreu. Et on m'a enseigné le marxisme, c'est-à-dire la théorie marxiste, la superstructure, l'infrastructure, etc., la dialectique, et le sionisme, c'est-à-dire que l'avenir du peuple juif, c'est de créer, enfin bon, etc., une nouvelle société. Et j'ai pris. Voilà, malheureusement, je veux dire, à 16-17 ans, c'est facile d'embarquer quelqu'un. Vous n'aviez pas à ce moment-là la connaissance des écrits fondamentaux du Pas du judaïsme, tout, etc. mais D'accord. pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, il était à un moment donné, au bout de quelques temps, j'étais même devenu le responsable de Meknès, et il était évident que j'allais partir, réaliser l'idéal qu'on me proposait. Le fait que je ne sois pas allé, ça tenait quasiment du miracle. Enfin, il y a eu un concours de circonstances tel que je ne suis pas allé, mais j'aurais très bien pu. En fait, j'étais pratiquement programmé pour y aller. Et ces mouvements sionistes ont touché quand même quelques centaines de jeunes, mais la plupart ne sont pas partis en Israël. La plupart sont allés parce que c'était un peu pour eux une aventure, parce que le local se trouvait en ville nouvelle, en ville européenne, donc c'était une bouffée d'air, il y avait un électrophone, il y avait du Coca-Cola, on faisait des petites booms. Non, mais c'était séduisant certainement, mais, Voilà, mais donc- est-ce que fondamentalement ça avait un sens, ça évoquait quelque chose? Mais à l'époque, je ne jugeais pas comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on m'aurait enseigné le bouddhisme, je l'aurais accroché. D'accord. C'est ça, c'est-à-dire en fait, j'étais mûr pour rentrer quelque part, voilà. Moi, j'étais naïf parce que de toute façon, il y a beaucoup de gens, même en France, aux États-Unis, qui à 16-17 ans rentrent dans une secte. C'est pas extraordinaire. Oui, ou un courant, Ou un gang, courant politique, bref. etc. Enfin, Ouais. je veux dire, combien de jeunes sont entrés dans la Ligue révolutionnaire ou la Ligue ouvrière, etc. Donc c'est pas. Et qu'est-ce qui a fait finalement que vous n'y êtes pas allé? Vous n'avez pas suivi ce courant-là, vous n'êtes pas allé en Israël, vous êtes parti en Europe, enfin Oui, vous êtes mais monté en Europe, non? là, ça serait vraiment un peu long à expliquer D'accord. pourquoi je ne suis pas allé. Mais disons qu'il y a eu un concours de... En fait, en principe, j'aurais dû y aller. Parce que le problème avec moi, c'est que quand je m'engage, je me suis tellement engagé, avec un tel enthousiasme, que je devais y aller. Ce n'était pas possible. Les autres, je sais bien que la plupart, ils étaient paresseux, enfin intellectuellement parlant, c'était des militants mous, ils n'étaient pas tellement enthousiastes. Ils faisaient ça parce que, bon, voilà, on est rentré là-dedans. Mais en fait, dans leur esprit, c'était la France, c'était les études. Mais malheureusement, moi, j'ai pris ça à bras-le-corps. Et Un peu trop volontaire. voilà. Et puis, puis finalement, je suis pas parti. Voilà. D'accord. Et Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Vous êtes allé. donc, je suis allé étudier à Casablanca. D'accord. J'ai même failli ne pas passer le bac. Tellement j'étais sûr de partir au kibbutz en Israël. Mais finalement, je l'ai passé quelques jours avant. Je me suis dit, et si je passais le bac? Et j'ai réussi. D'accord. Et bon, donc, enfin, ça serait vraiment trop long à expliquer, à raconter ça. Et donc, je suis allé à Casablanca, j'ai fait des études de droit. Voilà, pendant 3 ans, et j'ai obtenu la licence. Et après, vous avez fait un tour du monde, je crois. Vous êtes Oh oui, parti enfin, à Paris. je suis venu à Paris, Ouais. j'ai fait des études, j'ai fait Sciences Po, et comme je ne voulais pas m'établir, je suis allé au Canada, parce que l'Amérique du Nord, à l'époque, c'était le rock, etc. Et puis après, je suis allé un peu en Allemagne, et puis au bout d'une dizaine d'années, je suis retourné au Maroc. 10 ans en Allemagne? Non, Paris, Ah oui, d'accord. Canada, Allemagne, Non, c'est à peu près une dizaine d'années. Puis je suis retourné au Maroc, où j'ai enseigné à la fac pendant une dizaine d'années, maître assistant à la fac. Et c'est là Dans quel où, domaine? en Le droit. Oui, voilà. D'accord. Et c'est là où il y a eu une révolution interne. C'est-à-dire que avant, et c'est là peut-être aussi cette personnalité a commencé à émerger chez moi, c'est-à-dire de quelqu'un de marginal, qui n'est pas dans le système. Quand je suis arrivé au Canada,
la première évolution, c'était, j'étais seul, je connaissais personne, et j'aurais pu aller dans un centre communautaire juif. Vous êtes confronté aux gens. Et trouver des amis. Oui. Voilà. Et j'ai pas fait. Pas Je me suis d'enfermement. dit, je préfère rester seul et connaître les gens d'ici. Et finalement, j'ai connu des gens de là-bas. Et je l'ai fait spontanément, naturellement. Je suis revenu au Maroc, j'ai refusé de retourner au ghetto juif. D'accord. Et donc j'ai fait exactement l'inverse de ce que j'ai fait à Meknès, c'est-à-dire je me suis intégré à la société musulmane. Et j'ai appris les façons d'être, de faire, etc. Ce que vous n'aviez pas connu bien avant, voilà. finalement, vous et avez ça a pu été une enfin... expérience extraordinaire. Et je peux même dire que non. j'étais quasiment un des très rares juifs qui avait fait ça. C'est-à-dire, mais réellement, pas de connaître comme ça des amis, etc. Même des copains juifs qui habitaient à Casablanca, qui n'avaient jamais quitté le Maroc, ils étaient sidérés de mon parcours. Ils me disaient, mais enfin, par exemple, j'allais dans des ciné-clubs arabes où on faisait les commentaires en arabe dans un quartier populaire. Et ça, enfin, je veux dire, aucun juif ne l'a jamais fait. Et donc, c'est cette personnalité qui a commencé à se dessiner en moi, c'est-à-dire de quelqu'un qui sort de la communauté. Je n'avais pas encore développé les idées antisionistes, je n'avais pas encore développé les idées tribales du communautarisme juif, etc. Mais c'était quelque chose déjà d'assez instinctif, que j'allais rationaliser et analyser plus tard, une fois que j'aurais quitté le Maroc. Et après, vous êtes établi en France, finalement. Voilà. En 87, je suis retourné, si vous voulez, j'ai réalisé finalement mon rêve. C'est-à-dire, j'ai toujours rêvé de m'établir à Paris. Et quand j'ai décidé de... Depuis l'absence de livres de votre enfance, depuis votre volonté d'apprendre, et depuis ce rêve français et parisien. Finalement, il s'est réalisé. Comment vous êtes révélé à la littérature après l'enseignement, finalement? Bon, en fait, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que nous étions très pauvres, enfin très pauvres dans le sens, on avait de quoi se vêtir et manger correctement, mais on n'avait pas du tout d'argent superflu pour acheter des livres. Quand je dis nous, c'est-à-dire pratiquement tous les habitants du Mélin, du ghetto. Personne n'avait, à ma connaissance, personne n'avait une bibliothèque. Ou peut-être quelques livres, mais pas. Le collège où j'allais n'avait pas de bibliothèque. Et donc on avait. Mon rapport à la littérature était un rapport très, très superficiel, très éclectique. C'est-à-dire j'allais aux puces. Vous trouviez ce que je prenais n'importe quel livre. Ouais. Et donc en fait j'ai commencé avec San Antonio et puis Jean Bruce, OSS 117. Et donc la littérature, la vraie littérature, la littérature classique, je n'y suis arrivé que probablement à partir de l'âge de 25 ans, ce qui est tard. Je veux dire, quand je vois, il y a des jeunes qui avaient lu déjà du Dostoïevski, etc., pendant l'adolescence. À l'époque, vous avez rattrapé votre retard. À l'époque, c'était à peu près ça. La jeunesse de l'époque, peut-être pas aujourd'hui, mais l'adolescence de l'époque, c'était, on lisait les grands classiques, Balzac, Zola, etc. Mais moi, j'ai raté tout ça. Et donc finalement, bon, évidemment, on ne rattrape pas tout, on ne rattrape pas ces lacunes. Mais je me suis mis petit à petit à lire, et donc, mais à aimer tellement la littérature que je ne sais pas ce qui s'est passé à l'âge de 50 ans, 45-50 ans, je me suis dit, j'ai ressenti en moi le désir d'écrire. D'ailleurs, le désir de transmettre aussi, d'exprimer, de raconter des choses. Et c'est quand même assez le paradoxe. Ça, c'est venu... moi, mon antisionisme est venu très tard, sur le tard. C'est-à-dire un antisionisme raisonné, rationalisé, réfléchi, basé sur l'histoire, sur les pratiques d'Israël, sur les pratiques du nettoyage ethnique, etc. Je n'ai commencé à les apprendre qu'à partir de l'âge de 35 ans, peut-être 40 ans. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est venu sur le tard.
je n'ai jamais aimé Israël, c'est-à-dire j'ai eu toujours un peu de recul par rapport à ce pays, mais pas pour des raisons politiques profondes. C'est juste que je n'aimais pas cette société, qui me paraissait fruste, violente, etc. Voilà, parce que j'allais voir, ma famille était établie là-bas, et donc j'y allais souvent. Mais si elle n'avait pas été... Ah, je n'y serais jamais allé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si elle n'avait pas été violente, Oui. aussi Peut-être. aussi Oui. rustre... Peut-être. À l'époque, moi, je ne voyais que la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire, je ne saisissais pas la violence fasciste et raciste qu'il y avait derrière ça. Pour moi, la société israélienne était fruste et violente, mais juste dans l'aspect du quotidien. Mais je n'allais pas plus loin. C'est en analysant beaucoup plus loin la société que j'ai appris vraiment à connaître cette société. Et si vous voulez, une fois que j'ai bien assimilé toutes ces conceptions, toutes ces idées, et surtout une fois que j'ai commencé à apprendre l'existence des Sayanim, c'est-à-dire la manière, ces juifs sionistes qui travaillent pour le Mossad, une fois que j'ai commencé à décrypter les médias juifs, etc., je me suis dit, il serait vraiment dommage que, sachant quand même un peu écrire, enfin bon voilà, ça serait dommage de ne pas transmettre les connaissances que j'ai. Et moi, à l'époque, je n'avais aucune manière de les transmettre que par le roman. C'est-à-dire, je ne faisais pas partie d'une association quelconque. Il n'y avait pas Internet à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les vidéos. Et donc, je n'avais pas de moyen de m'exprimer, par exemple. Que l'écriture. Voilà. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas transmettre ce que je sais? Parce que j'apprenais beaucoup de choses. C'est-à-dire, en fait, j'arrivais à décrypter les médias juifs, la politique israélienne, etc., de façon assez, je pense, pertinente. Et j'avais une vision vraiment pointue de ce qui se passait. Et le basculement s'est fait sur cette base-là. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut que j'exprime, il faut que je dise aux gens ce qui se passe par le moyen que je connais le mieux, c'est-à-dire le roman. Il y a un nouveau livre qui va sortir, donc qui s'appelle Confession d'un Sayan. C'est-à-dire, j'ai imaginé, ça c'est à la première personne, j'ai imaginé un journaliste de 50 ans, qui est un juif totalement assimilé même, et qui travaille à Libération sans grande ambition. Et suite à une rencontre avec une juive, il rentre dans le milieu juif. Ce qui m'intéressait, c'est de voir comment quelqu'un qui était totalement extérieur à la communauté va rentrer dans cette communauté. Qu'est-ce que vous appelez la communauté? Qu'est-ce que vous appelez le milieu juif? La communauté organisée, ça veut dire la communauté qui continue à vivre selon le schéma traditionnel. Donc pas le peuple juif français, par exemple. Non, c'est-à-dire ceux qui ont une conception tribale du judaïsme. Voilà. C'est-à-dire racialiste, en fait. Voilà. Restaurant kasher, école juive, on ne sort pas avec les goïms, etc. Voilà. Et donc, c'est ce milieu-là, et c'est vrai qu'il est minoritaire dans la communauté juive, mais il vit comme dans un ghetto. Ils ont recréé un ghetto culturel, social. Et donc, comment un juif qui n'a jamais été dans ce milieu, comment il découvre ce milieu, comment il le voit, et comment il est amené à travailler pour le Mossad. Et voilà. Et je l'ai situé dans le journal Libération, parce que pour moi, Libération, et j'essaie d'imaginer, de décrypter le soutien de ce journal à la communauté juive et au sionisme. Contrairement à ce qu'on pense... Ce serait un nid d'espion, pour référer à OC 117. Non, je plaisante. Oui, dans un sens, il rend service au sionisme et à Israël. Mais de manière, mais de gauche. Parce que, en fait, les sionistes, ils ont ceci de particulier, ils ont du génie. J'appelle ça du génie du mal, mais ils ont du génie. Et contrairement à tout pays colonial, il y a eu des pays coloniaux, comme la France en Algérie, etc., la Russie en Afghanistan. Tous ces pays coloniaux ont été bornés jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils n'ont pas su s'adapter. Ils n'ont pas su mettre un peu d'humanisme dans leur colonialisme, un peu de liberté, un peu de démocratie, etc. Et le génie sioniste, c'est de faire ça. Et donc, finalement... Vous voulez dire qu'ils se fondent et non, ils sont non, je veux dire qu'ils présentent des images, c'est-à-dire que
le colon sioniste n'est pas seulement Netanyahou, mais c'est aussi des écrivains de gauche. Ah, en infiltration, vous voulez Voilà, dire. c'est par exemple comme D'accord. David Grossman, Amos Oz. Oui, ils se fondent, c'est Voilà, de manière très discrète, il faut il passer des messages. il montre c'est ça que le sionisme n'est pas seulement de droite, on a des humanistes, on a des progressistes, on a des communistes, on a des socialistes. Et donc le travail d'un journal comme Libération, c'est de montrer justement, de séduire les gens de gauche, les lecteurs de gauche, par ce côté humaniste du sionisme. C'est-à-dire que Libération ne posera jamais la question qui tue, la question fondamentale, est-ce que ça n'a pas été une erreur historique de donner une existence à Israël, à un État juif? Quand on voit le résultat, c'est une catastrophe. Et encore, je pense qu'on n'a rien vu. Enfin, on n'a pas encore vu ce qui va arriver. Et donc finalement, la vraie question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'on a eu raison de le faire? Et ça, cette question, on ne la posera jamais. Et donc, tout le travail des journaux de gauche, c'est de faire croire à chaque fois qu'Israël peut s'amender, que le sionisme peut s'amender, peut trouver une solution, etc. Et ça, c'est un travail subtil de non-remise en cause du sionisme. C'est fait de manière subtile et rationnelle et consciente. Froide, vous savez, c'est pas du tout spontané comme ça. C'est étudié. Pour moi, je pense que c'est étudié, c'est rationnel. Libération ne parle jamais, pratiquement jamais, ne mène jamais des campagnes personnalisées sur les personnalités palestiniennes qui subissent la détention administrative, par exemple. La détention administrative, Israël est le seul pays au monde, je dis bien le seul pays au monde, qui pratique la détention administrative sur des centaines de gens. C'est-à-dire qu'ils peuvent arrêter... sur quels fondamentaux? C'est quoi? On peut arrêter quelqu'un, par exemple un député palestinien du Hamas ou du Djihad islamique ou du FPLP. On peut arrêter un syndicaliste, un avocat, et on va voir le juge, on lui dit, pour des raisons de sécurité, on doit l'enfermer pendant 6 mois. Et le juge dit, ok, 6 mois sans procès, sans avocat, sans juge, sans savoir qu'est-ce qu'on lui reproche. 6 mois, ah, d'accord. Renouvelable. Indéfiniment, ça veut dire que ça peut durer 10 ans, 20 ans. Tant qu'on n'a pas décidé de le juger finalement, c'est ça? Voilà, non, on n'a pas besoin de le juger. Il est au secret. Est-ce qu'on connaît un pays au monde, un seul pays au monde qui pratique la détention administrative? Personne, aucun pays. Je suis désolé, il y a des pays dictatoriaux, mais par contre, Libération a mené des campagnes personnalisées, c'est-à-dire des photos, etc., sur Khodorovsky, le fameux oligarque qui a été emprisonné, etc., sur les Pussy Riot, qui ont été quand même jugés. Par contre, on ne verra jamais une personnalité palestinienne mise en avant avec photos, la vie, etc. Voilà par exemple, Libération ne parle jamais du système éducatif israélien sioniste qui, à l'intérieur de l'État, qui est de l'apartheid, c'est-à-dire un système juif et un système français. Aucun pays au monde n'a un double système éducatif, un juif et un arabe. Évidemment, le système juif reçoit 3 à 4 fois plus de budget. Donc en fait, les critiques que fait Libération, la colonisation, à mon avis, à un moment donné, les gens en ont marre de parler de colonisation. Oui, c'est redondant et finalement on s'habitue. Voilà. Alors que les vraies questions, on ne les pose pas. Donc c'est ça, c'est moi ce qui me passionnait, c'est de voir comment, en lançant quelques pistes presque inoffensives, on cache les vrais problèmes. Voilà. C'est-à-dire on dissimule les vrais problèmes. C'est-à-dire, en fait, mon activité se résume, elle se divise en deux. Elle se divise même en deux de façon presque matérielle. C'est-à-dire que l'après-midi, je vais dans une bibliothèque pour mon activité romanesque, qui peut être militante, qui peut avoir un rapport avec le militantisme. Et le reste du temps, j'ai mon activité militante, c'est-à-dire conférences, vidéos, etc. Et ma place dans la dissidence, elle joue un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire en même temps par le roman, enfin par l'activité romanesque, mais surtout, je crois, plus par les vidéos, les conférences, parce que je crois que je suis une des rares figures de la dissidence à écrire des romans. On me pose souvent la question, pourquoi vous n'écrivez pas des essais?
Voilà, et donc... Ça vous tente? Non, non, c'est un choix personnel. En général, c'est vrai que dans la dissidence, on écrit des essais. Qu'est-ce que vous diriez de cette idée-là, que dans une prochaine émission, on puisse parler de la contestation, de la dissidence, de votre posture, de ce qu'est la dissidence, de ce que vous en pensez? Ben, je crois que ce serait une bonne idée parce que pour moi, la dissidence, aujourd'hui en France, la dissidence telle que je la connais moi et à laquelle j'essaye de donner le maximum, c'est le seul pôle d'opposition au système et ça vaudrait le coup de l'analyser plus profondément. Allons-y, rendez-vous pris. Donc à la prochaine. À très bientôt.